Ma femme m'a dit, plus de relations intimes tant que tu n'acceptes pas une relation libre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je me suis simplement levé, j'ai ouvert la porte et je lui ai dit de partir. Son visage est devenu blême lorsqu'elle a compris que j'étais parfaitement sérieux. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que dès le lendemain matin, j'avais déjà pris une décision qui allait changer sa vie pour toujours. On dit qu'on ne connaît vraiment quelqu'un que lorsque cette personne vous demande de détruire votre propre dignité. Je pensais connaître ma femme après 7 ans de mariage, chaque rite de rire, chaque routine matinale, chaque rêve que nous avions bâti ensemble, brique par brique. Mais la femme assise en face de moi ce vendredi soir-là, habillée comme si elle se rendait à un endroit où je n'avais jamais été invité, me demandant d'accepter quelque chose qui éventrerait notre mariage tout en me gardant sous la main pour payer les factures. C'était une étrangère avec le visage de ma femme. Je m'appelle Thomas Moreau, et je dois vous raconter ce qui est arrivé à mon mariage. Pas pour la pitié, je n'en ai plus besoin, mais parce qu'il y a quelque chose d'important ici sur le fait de savoir quand partir, de reconnaître sa propre valeur quand quelqu'un que vous aimez décide qu'elle n'en a aucune. J'ai 35 ans et cela fait maintenant 15 ans que je manie le marteau et que je pose des fondations. Je travaille dans le bâtiment, le genre de métier où l'on rentre à la maison avec de la sueur dans les cheveux et du béton sous les ongles. Mes mains sont couvertes de cicatrices et de callosités, mon dos me fait mal la plupart des matins, mais il y a quelque chose d'honnête à construire des choses qui durent. Quand je monte la charpente d'une maison, je sais qu'une famille y vivra pendant des décennies. Quand je coule des fondations, je sais qu'elles tiendront bon face aux tempêtes et aux temps. Je suis fier de ce genre de permanence. Sophie et moi étions mariés depuis 7 ans quand tout s'est effondré. 7 ans de ce que je croyais être une base solide, construite sur la confiance et le respect mutuel. Nous nous sommes rencontrés quand elle avait 25 ans, elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. J'ai été attiré par son rire, sa façon de rendre les conversations banales significatives. Elle était belle de cette manière accessible, pas la perfection des magazines, mais réelle. Le genre de femme qui était jolie en toutes circonstances, qui faisait du retour à la maison une véritable récompense. Nous n'avons jamais eu d'enfant, bien que nous en ayons beaucoup parlé. Sophie disait qu'elle n'était pas encore prête, qu'elle voulait d'abord profiter de notre vie de couple. Je n'ai pas insisté. Nous avions le temps, du moins c'est ce que je pensais. Elle restait à la maison pendant que je faisais des semaines de 60 heures, parfois plus lorsque de gros projets se présentaient. Cela semblait nous convenir. Je subvenais à nos besoins, elle gérait la maison, et nous avons construit notre vie ensemble dans un modeste 3 pièces situé dans un quartier résidentiel convenable, près de Lyon. Le genre d'endroit dont mon père aurait été fier, des rues sûres, de bonnes écoles à proximité pour le jour où nous serions prêts, des voisins qui vous saluaient quand vous tondiez la pelouse. Pendant des années, notre routine a été confortable, réelle. Je rentrais épuisé, et Sophie était là, à la porte, généralement avec le dîner prêt ou au moins prévu. Nous mangions ensemble, parlions de nos journées, la mienne remplie de chantiers et de problèmes d'équipe, la sienne plus calme mais pleine de petits détails qui comptaient. Les matins du week-end étaient réservés au café au lit, les après-midi aux courses ou simplement à paresser ensemble. Nous faisions l'amour régulièrement, non pas avec le feu des jeunes mariés, mais avec la chaleur constante de personnes qui connaissaient le corps de l'autre, qui avaient trouvé leur rythme. Puis, il y a environ 6 mois, les choses ont commencé à changer. Sophie a rejoint ce qu'elle appelait un « groupe de copines », 5 ou 6 femmes du quartier qui se retrouvaient pour des soirées vin tous les jeudis et des brunchs le week-end dans des endroits branchés du centre-ville. Au début, j'étais content pour elle. Elle s'était sentie isolée, passant trop de temps seule pendant que je travaillais de longues journées. Je pensais que des amitiés féminines lui feraient du bien, lui donneraient quelque chose à attendre avec impatience au-delà de mon retour chaque soir. Mais ce n'étaient pas des amitiés normales. Les changements ont commencé doucement. La garde-robe de Sophie a évolué vers des vêtements plus révélateurs, des hauts décolletés, des jupes plus courtes, des robes qui moulaient ses formes d'une manière qui semblait conçue pour attirer l'attention. Quand je la complimentais ou que je lui posais des questions sur une nouvelle tenue, elle balayait ça d'un revers de main. J'avais juste envie d'essayer quelque chose de différent, disait-elle en haussant les épaules. Mais je n'avais aucun souvenir d'avoir acheté ces vêtements, et notre budget était suffisamment serré pour que j'aie remarqué des achats coûteux. Son téléphone est devenu une extension de sa main, des SMS constants, des appels fréquents qu'elle prenait en privé, des rires devant des messages qu'elle ne partageait jamais. Quand je demandais à qui elle parlait, la réponse était toujours la même.
Juste les filles, répondait-elle d'un ton qui suggérait que je ne devais pas m'intéresser aux conversations de femmes. D'accord, pensais-je. Tout le monde a besoin de son jardin secret. L'intimité est morte progressivement, puis soudainement. Sophie a commencé à prétexter la fatigue, les maux de tête, le stress. Quand je la cherchais dans le lit, elle se raidissait ou se détournait. Pas ce soir est devenue sa réponse par défaut. Les matins du week-end étaient consacrés à se préparer en hâte pour le brunch avec les filles. Nos moments tranquilles ensemble se sont évaporés, remplacés par sa préparation sans fin pour des événements sociaux auxquels je n'étais pas invité. Mais ce sont les conversations au dîner qui m'ont vraiment ouvert les yeux. Sophie est devenue obsédée par ces femmes, à quel point elles étaient libres, comment elles vivaient, authentiquement, comment elles refusaient de s'installer ou de compromettre leur bonheur. Elle me parlait de Chloé, qui avait quitté son mari parce qu'il la freinait, ou de Marion, qui explorait ses options, tout en étant techniquement toujours mariée. Chaque histoire semblait conçue pour planter des graines, pour me faire comprendre que rester dans une seule relation était en quelque sorte limitant, que l'engagement était un piège plutôt qu'un choix. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux détails. Ces femmes n'étaient pas des divorcées heureuses en quête d'elles-mêmes, c'étaient des briseuses de ménage qui encourageaient mutuellement leurs pires pulsions. Elles se retrouvaient dans des restaurants chers que je ne pouvais pas me permettre, parlaient de leur aventure avec des hommes qui n'étaient pas leurs maris, et validaient leur tromperie et trahison comme de l'émancipation et de la découverte de soi. Sophie rentrait de ces réunions pleines d'une énergie qu'elle n'avait jamais après avoir passé du temps avec moi. Ses yeux brillaient d'excitation lorsqu'elle racontait leurs conversations, mais quand elle me regardait, cette lumière s'éteignait. Je la voyais comparer, évaluer, me trouver insuffisant face aux fantasmes dont ces femmes lui remplissaient la tête. La chaleur qui m'accueillait autrefois à la porte avait disparu. Sophie levait à peine les yeux de son téléphone quand je rentrais. Le dîner était devenu son monologue à elle plutôt qu'une conversation avec moi, des monologues sur le courage de ses amis de quitter des relations ennuyeuses pour poursuivre un vrai bonheur. Quand j'essayais de participer, de lui demander comment s'était passée sa journée au-delà du groupe, elle me donnait des réponses en un mot et retournait à son téléphone. Je l'ai remarqué mais je n'ai rien dit. Une partie de moi espérait que ce n'était qu'une phase, une crise de la trentaine, un besoin de se sentir à nouveau jeune et séduisante. Je me disais qu'elle se cherchait simplement, qu'elle explorait des amitiés qui lui avaient manqué. J'ai travaillé plus dur, pensant que si je subvenais davantage à nos besoins, si je contribuais plus, elle se souviendrait de ce que nous avions ensemble. J'ai accepté des projets supplémentaires, ramené de plus gros salaires, et je l'ai surprise avec de petits cadeaux et des dîners au restaurant. J'avais tort. Plus j'essayais, plus je voyais de mépris dans ses yeux. Mes efforts n'étaient pas romantiques, ils étaient pathétiques. Mon travail n'était pas admirable, c'était un labeur d'ouvrier qui me marquait comme peu ambitieux. Ma fidélité n'était pas de la loyauté, c'était une prévisibilité ennuyeuse. Tout ce que je pensais faire de moi un bon mari devenait la preuve de mon inadéquation. Un jeudi soir, alors que Sophie était dans la salle de bain en train de se préparer pour sa soirée vin, son téléphone a vibré sur la commode. J'y ai jeté un coup d'œil par réflexe sans fouiner, juste la réaction naturelle à une notification. L'aperçu montrait un texto de Chloé, « Tu lui as déjà parlé du truc du mariage libre ? Tu ne peux pas continuer à vivre ce mensonge éternellement. » Mon sang s'est glacé. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, essayant de comprendre ce que je venais de lire. Mariage libre ? Quel mensonge ? Cette nuit-là, j'ai entendu Sophie dans la salle de bain, la voix basse mais excitée. Non, il ne se doute de rien, chuchotait-elle au téléphone. Il est trop occupé à jouer les héros ouvriers pour remarquer quoi que ce soit. Demain soir, je vais lui dire. Le rire qui a suivi a été comme de l'eau glacée dans mes veines. Ce n'était plus ma femme. C'était une étrangère corrompue par le poison que ses amis lui administraient depuis des mois. Vendredi soir, je suis rentré d'une journée particulièrement brutale, 12 heures de bétonnage sous une chaleur de 32 degrés, ma chemise trempée de sueur, mes muscles en feu. Tout ce que je voulais, c'était une douche, un dîner et peut-être une soirée tranquille avec ma femme. Sophie était dans le salon, parfaitement maquillée comme si elle se rendait à un endroit spécial. Ses cheveux étaient coiffés, son maquillage impeccable, et elle portait une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant d'apparence coûteuse, assez décolletée pour montrer sa poitrine, assez courte pour être inappropriée pour une femme mariée. Elle faisait défiler son téléphone,
ce sourire familier aux lèvres. Salut, dis-je en posant mon sac de travail. Tu es jolie. Tu sors encore? Elle a levé les yeux brièvement, son expression plate et dédaigneuse. Non, en fait. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être rester à la maison ce soir. Discuter. Quelque chose dans son ton m'a serré l'estomac. Ce n'était pas la voix d'une épouse voulant renouer le contact. C'était la voix de quelqu'un qui avait pris une décision et s'apprêtait à l'annoncer. Super, ai-je répondu, en essayant de paraître enthousiaste. Laisse-moi prendre une douche d'abord, ensuite on pourrait peut-être commander à dîner. Je pensais qu'on pouvait juste parler maintenant, m'a-t-elle interrompu, posant son téléphone. Il y a des choses dont nous devons discuter à propos de notre mariage. Je suis resté là, dans mes vêtements de travail, encore poussiéreux et fatigué, regardant cette femme qui avait autrefois tout aimé de mon métier, qui me massait les épaules endolories et me disait à quel point elle était fière de mon éthique de travail. Maintenant, elle me regardait comme si je traînais de la boue dans un musée. D'accord, dis-je en m'asseyant en face d'elle. Qu'est-ce qui te préoccupe? Sophie a pris une profonde inspiration, comme si elle se préparait à quelque chose de désagréable. Thomas, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À nous, à ce que je veux de la vie, à savoir si ce mariage fonctionne vraiment encore. Que veux-tu dire, ai-je demandé. Je veux dire que tu rentres tous les jours couvert de saleté, épuisé, sans rien d'autre à raconter que des histoires de chantier et de problèmes d'équipe, a-t-elle expliqué froidement. On dîne, on regarde la télé, on va se coucher. Et on recommence. C'était quand la dernière fois qu'on a fait quelque chose d'excitant? Quand avons-nous eu une conversation qui m'a fait réfléchir? La critique m'a frappé comme un coup de poing. Sophie, je travaille 60 heures par semaine pour que tu n'aies pas à le faire. Je pensais que c'était ce sur quoi nous nous étions mis d'accord. Je n'ai jamais accepté d'être une femme au foyer des années 50 attendant que son mari ouvrier rentre à la maison pour valider son existence, a-t-elle rétorqué, la voix maintenant vive, tranchante. J'ai 32 ans, Thomas. J'ai des besoins, des désirs, des rêves qui vont au-delà de tenir la maison pour un ouvrier du bâtiment. Ouvrier du bâtiment. La façon dont elle l'a dit a fait sonner mon métier comme un échec, quelque chose dont il fallait avoir honte. Venant d'une femme qui avait vécu de mon salaire d'ouvrier pendant 7 ans. Quel genre de rêve, ai-je demandé, bien que je commençais à soupçonner que je le savais déjà. Sophie s'est agitée sur sa chaise, rassemblant son courage pour la bombe qu'elle s'apprêtait à lâcher. Je veux me sentir à nouveau vivante, Thomas. Je veux de la passion, de l'excitation, une connexion avec des gens qui me stimulent intellectuellement et émotionnellement. Et moi, je ne te stimule pas, ai-je interrogé. Plus maintenant, a-t-elle répondu sans hésitation. Peut-être que tu ne l'as jamais fait, et j'étais juste trop jeune pour m'en rendre compte. 7 ans de mariage balayés comme une erreur de jeunesse. 7 ans d'amour et de loyauté réduits à une erreur dont elle avait grandi. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu veux divorcer, ai-je demandé. Non, a-t-elle dit rapidement. Je ne veux pas jeter tout ce que nous avons construit ensemble. La maison, la sécurité financière, la stabilité. Je veux juste plus. Je la fixais, attendant que la suite arrive. Je veux une relation libre, a-t-elle annoncé. Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'une explosion. Pendant un instant, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle venait de dire. Une relation libre? Elle voulait rester mariée avec moi mais coucher avec d'autres hommes. Tu veux quoi, ai-je réussi à dire. Un mariage libre, a-t-elle répété. Je veux la liberté d'explorer d'autres connexions tout en maintenant ce que nous avons ici. Beaucoup de couples le font, Thomas. Ça s'appelle être mature en matière de relations. Je pouvais entendre le ton répété dans sa voix, comme si elle avait préparé ce discours. Tu veux que je te laisse me tromper, ai-je déclaré platement. Ce n'est pas tromper si nous sommes tous les deux d'accord, a-t-elle répondu sur la défensive. C'est de l'honnêteté. C'est admettre que la monogamie est un concept dépassé qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Alors, tu as déjà choisi le type avec qui tu veux avoir une relation intime, ai-je demandé sans détour. Elle a tressailli à mon langage mais n'a pas reculé. Il pourrait y avoir quelqu'un, oui. Mais ce n'est pas la question. La question est la liberté, l'authenticité,
ne pas être piégé par des règles arbitraires. J'ai senti quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. Et qu'est-ce que je gagne dans cet arrangement? Tu restes marié avec moi, a-t-elle répondu. Tu gardes la vie que nous avons construite, et tu as les mêmes libertés que je demande. Je ne veux pas avoir de relations intimes avec d'autres femmes, Sophie. Je veux être marié à ma femme, ai-je répliqué. C'est ton choix, a-t-elle dit froidement. Mais tu ne peux plus faire ce choix pour moi. Le masque était complètement tombé. Elle voulait la sécurité que je lui offrais tout en allant chercher ses frissons ailleurs. Elle voulait que je sois son mari cocu. Non, dis-je fermement. Le mot est sorti plus dur que je ne l'avais prévu, mais je le pensais entièrement. Non, a-t-elle répété, surprise. Je ne le ferai pas. Je n'accepterai pas un mariage libre. Je ne te donnerai pas la permission de me tromper pendant que je paie tes factures, ai-je déclaré. L'expression de Sophie est passée de la surprise à la colère. Tu ne peux pas simplement refuser d'en discuter. Je ne le discute pas. Je le rejette complètement, ai-je répondu. C'est exactement de ça que je parle, a-t-elle explosé. Tu es si rigide, si fermé d'esprit. Tu ne peux même pas avoir une conversation d'adulte sur ce dont j'ai besoin. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir des relations intimes avec d'autres hommes tout en restant marié avec moi. J'ai raté quelque chose, ai-je répondu. Tu es grossier et réducteur, a-t-elle lancé. Il s'agit d'épanouissement émotionnel. Il s'agit du fait que tu veux être une traînée tout en gardant un mari, les jeux interrompus. Elle s'est levée brusquement, le visage rouge de colère. Comment oses-tu me traiter de ça? Comment appelles-tu une femme mariée qui veut coucher à droite à gauche, ai-je demandé. La dispute s'envenimait rapidement, mais je pouvais voir autre chose dans les yeux de Sophie, la surprise que je ne négocie pas, que je n'essaie pas de trouver un compromis. Mes amis m'avaient prévenu que tu réagirais comme ça, a-t-elle dit sur la défensive. Elles ont dit que les hommes comme toi ne supportent pas les femmes fortes qui savent ce qu'elles veulent. Voilà. C'est, sœur, l'avait coaché pour toute cette conversation. Tes amis, dis-je lentement. Celles qui t'encouragent à détruire ton mariage. Elles m'encouragent à vivre authentiquement, à cesser de me contenter de moins que ce que je mérite, a-t-elle répliqué. Et ce que tu mérites, c'est un mari qui paie les factures pendant que tu couches avec d'autres hommes, ai-je constaté. Si tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin émotionnellement et physiquement, alors oui, je mérite de le trouver ailleurs, a-t-elle répondu avec défi. J'ai regardé cette femme que j'avais aimée pendant 7 ans, je l'ai vraiment regardée. Le mépris dans ses yeux n'était pas nouveau. Je pouvais voir maintenant qu'il s'était accumulé depuis des mois. Alors pas, dis-je. Les mots sont sortis calmes, définitifs, sans colère ni supplication. Quoi, a-t-elle demandé, stupéfaite. Si je ne peux pas te donner ce que tu mérites, alors pars. Demande le divorce. Trouve un homme qui le peut, ai-je expliqué. Sophie m'a regardé comme si je l'avais giflé. Ça ne faisait pas partie du scénario que ses amis lui avaient fourni. Tu n'es pas sérieux, a-t-elle chuchoté. Très sérieux. Tu veux la liberté? Prends-la. Tu veux explorer d'autres connexions? Fais-le. Mais tu ne le feras pas en étant marié avec moi, ai-je répondu fermement. Elle a essayé différentes approches, les larmes, les promesses, la séduction. J'ai physiquement retiré sa main quand elle a touché mon bras. Tu ne resteras pas ici, lui ai-je dit. Elle a attrapé son sac à main et ses clés, le visage tordu de rage. Tu le regretteras, Thomas. Tu réaliseras ce que tu as perdu, et d'ici là, il sera trop tard. La seule chose que je perds, c'est une femme qui veut me tromper. Je survivrai, ai-je répondu. Sophie a claqué la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. J'ai entendu sa voiture démarrer, les pneus crissant alors qu'elle reculait. Mon téléphone était dans ma main avant même que je décide consciemment de le prendre. J'ai ouvert le navigateur et j'ai tapé « Meilleur avocat divorce près de chez moi ». Mes mains ne tremblaient pas. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade la première fois en 3 ans que je manquais le travail pour autre chose qu'une grippe. À 8 heures, j'étais assis dans la salle d'attente du cabinet Dubois et Associés, spécialisé en droit de la famille.
Maître Laurent Dubois avait 15 ans d'expérience et était spécialisé dans les divorces à forts enjeux. La salle de consultation était exactement comme on pouvait s'y attendre, fauteuil en cuir, livre de droit, diplôme couvrant un mur. Dubois lui-même avait la cinquantaine, les tempes grisonnantes, portait un costume cher, mais il ne m'a pas regardé comme si j'étais déplacé. « Racontez-moi ce qui s'est passé », a-t-il dit en sortant un bloc-notes. Je lui ai tout exposé, la demande de Sophie pour un mariage libre, sa menace de partir si je n'acceptais pas, les mois de manipulation émotionnelle qui avaient précédé. J'ai gardé ma voix stable et factuelle, mais à l'intérieur, je réalisais encore l'ampleur de ce qui s'était passé. Dubois a écouté sans jugement, prenant des notes de temps en temps. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. « Première question, voulez-vous sauver ce mariage ?» a-t-il demandé. « Non », ai-je répondu. La réponse est venue instantanément, me surprenant par sa certitude. Elle a été claire sur ce qu'elle pense de moi, de notre mariage. Je veux en sortir. Bien. Ça simplifie les choses, a-t-il répondu en feuilletant ses notes. Pas d'enfant? Non, ai-je confirmé. Sa demande de mariage libre démontre un abandon des devoirs conjugaux. Les juges ne voient pas ça d'un bon œil. Son absence d'emploi affaiblit considérablement sa position, a-t-il expliqué. Vous garderez probablement la maison puisque vous pouvez démontrer votre seule responsabilité financière. Elle pourrait avoir droit à une prestation compensatoire temporaire, mais minime. Quel est votre conseil en matière de stratégie, ai-je demandé. Frappez vite et fort, a conseillé Dubois. Faites-lui signifier les papiers immédiatement, avant qu'elle n'ait le temps de planifier ou de cacher des actifs. Déposez une demande pour altération définitive du lien conjugal, mais documentez ses exigences. Dubois a sorti une convention d'honoraires. J'aurai besoin d'un acompte de 5 000. Nous pouvons avoir les papiers prêts pour lundi, signifiés pour mardi. On peut le faire plus vite, ai-je demandé. Il a levé les yeux du contrat. À quelle vitesse? Aujourd'hui. Cet après-midi, ai-je répondu. Dubois m'a étudié un instant, essayant probablement de déterminer si c'était une impulsion émotionnelle ou une décision calculée. Ça coûtera plus cher pour un service en urgence. Mais oui, nous pouvons avoir les papiers prêts pour midi et signifiés par un huissier avant 16 heures. Vous êtes sûr de vous, a-t-il demandé. J'ai signé la convention et fait un chèque de 6 000. J'en suis sûr. Je suis rentré en voiture par des rues familières, passant devant l'école primaire où nous avions prévu d'envoyer nos futurs enfants, devant le parc où Sophie et moi nous promenions le dimanche matin. Tout semblait pareil, mais j'avais l'impression de tout voir pour la première fois. La voiture de Sophie était dans l'allée. Elle était rentrée quelque temps après mon départ, s'attendant probablement à me trouver prêt à négocier, disposé à faire des compromis. Au lieu de ça, elle avait trouvé une maison vide et un mari qui avait passé sa matinée à engager un avocat. Je l'ai trouvée dans le salon, portant toujours la robe de la veille, mais froissée maintenant. Son maquillage était coulé, comme si elle avait pleuré. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai pu voir de l'espoir dans ses yeux, l'espoir que j'étais revenu à la raison. « Thomas, je suis si contente que tu sois là », a-t-elle commencé avec empressement. J'ai réfléchi toute la nuit, et j'ai réalisé que nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. Peut-être que nous pouvons le sauver, ai-je interrompu, m'asseyant en face d'elle. Je pensais tout ce que j'ai dit. L'espoir est mort dans ses yeux, remplacé par quelque chose de plus dur. Alors, et maintenant? Tu veux me punir pour avoir été honnête sur mes besoins. Je ne te punis pas. Je te donne exactement ce que tu as demandé, ai-je répondu. Pendant l'heure qui a suivi, Sophie a tout essayé, les larmes, la colère, les promesses de couper les ponts avec ses amis, les offres d'aller en thérapie de couple. Elle a même essayé la séduction, se rapprochant, touchant mon bras, me rappelant ce que nous avions eu ensemble. Je n'ai rien ressenti. Chaque mot sonnait creux, chaque contact semblait manipulateur. Elle était seulement désolée parce qu'il y avait maintenant des conséquences. À 15h45, j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors. Sophie était au milieu d'un autre plaidoyer larmoyant quand la sonnette a retenti. « Tu attends quelqu'un ?» ai-je demandé. Sophie avait l'air confuse. « Non, je... »
Je suis allé à la porte et j'ai ouvert. Un homme d'âge mûr en costume bon marché se tenait sur mon porche, tenant une enveloppe Kraft. « Sophie Moreau ?» a-t-il demandé. « Elle est à l'intérieur », ai-je répondu en m'écartant. Sophie est apparue derrière moi, toujours confuse. « Je suis Sophie Moreau. »« J'ai des documents juridiques pour vous », a-t-il dit en lui tendant l'enveloppe et en sortant un presse-papier. « Je dois vous demander de signer pour accuser réception. » J'ai vu la couleur quitter le visage de Sophie alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Ses mains tremblaient en signant le formulaire. L'huissier de justice est parti sans cérémonie, et Sophie est restée là, tenant l'enveloppe comme si elle allait exploser. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle murmuré. « Ta liberté » ai-je répondu. Elle a déchiré l'enveloppe, en a sorti les papiers du divorce et a lu la première page. Son visage est passé par une série d'expressions, l'incrédulité, le choc, puis la rage. « Tu as demandé le divorce aujourd'hui ?» a-t-elle demandé, incrédule. « Ce matin » ai-je confirmé. « Tu ne peux pas être sérieux. Nous n'avons même pas essayé de régler ça » a-t-elle protesté. « Il n'y a rien à régler. Tu veux un mariage libre, je veux un divorce. Nous obtenons tous les deux ce que nous voulons » ai-je expliqué. « C'est insensé. Tu jettes tout notre mariage parce que j'ai été honnête sur mes sentiments » a-t-elle exigé. « Je mets fin à notre mariage parce que tu as cessé d'être ma femme » ai-je répondu calmement. « Fais tes valises, Sophie. Tu dois quitter cette maison ce soir » lui ai-je dit. « Tu me mets dehors » a-t-elle demandé, choquée. « Je te demande de partir. C'est encore légalement ta maison aussi, pour l'instant, mais je ne veux pas de toi ici » ai-je expliqué. « Où suis-je censé aller » a-t-elle plaidé. « Appelle tes sœurs. Je suis sûr qu'elles t'aideront à célébrer ta nouvelle liberté » ai-je suggéré. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, Sophie avait l'air vraiment effrayée. La réalité s'imposait. Elle avait parié notre mariage sur ma volonté d'être humiliée, et elle avait perdu. À 19h, Sophie avait emballé ce qui rentrait dans sa voiture. Elle continuait d'essayer de relancer la conversation, de trouver un angle qui pourrait me faire changer d'avis, mais j'étais passé de la colère à quelque chose de plus froid et de plus définitif. Je suis resté sur le seuil de la porte et je l'ai regardée charger la dernière valise. Elle a regardé la maison comme si elle la voyait pour la première fois ou peut-être qu'elle voyait ce qu'elle perdait vraiment. « Je t'appellerai demain » a-t-elle dit avec espoir, « quand tu auras eu le temps de réfléchir à tout ça. »« Ne le fais pas » ai-je répondu. Elle est partie lentement, comme si elle s'attendait à ce que je la poursuive. Au lieu de ça, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. La maison m'a paru différente immédiatement, plus silencieuse, plus propre en quelque sorte. Mon téléphone a vibré vers 21h. Un texto de Sophie. « Je suis chez mes parents. S'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. On peut arranger ça. » J'ai supprimé le message sans répondre. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. Sophie est revenue le lendemain matin avec des renforts, ses parents l'encadrant protecteursement alors que nous nous asseyions tous dans le salon. Sophie nous a raconté ce qui s'est passé, a commencé sa mère, Patricia, doucement mais fermement. Et bien que nous ne soyons pas d'accord avec la façon dont elle a abordé la situation, nous pensons que tu réagis de manière excessive. Réagir de manière excessive à quoi, exactement, ai-je demandé. Son père, Franck, s'est penché en avant. Elle avait des inquiétudes concernant votre mariage, Thomas. Peut-être qu'elle ne les a pas exprimées parfaitement, mais la mettre dehors et demander le divorce c'est extrême. J'ai regardé Sophie. Tu leur as dit ce que tu as réellement demandé. Les yeux de Sophie se sont détournés. Je leur ai dit que nous avions un désaccord sur l'avenir de notre relation. C'est une façon intéressante de le dire, ai-je répondu. Me tournant vers ses parents, j'ai continué, a-t-elle mentionné qu'elle avait exigé un mariage libre? Qu'elle voulait la permission de coucher avec d'autres hommes tout en restant mariée avec moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. L'expression de Patricia est passée de la sympathie à la confusion. Franck avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Sophie? La voix de Franck était dangereusement calme. C'est vrai? Sophie s'est tortillée sous le regard de son père. C'est plus compliqué que ça.
As-tu, oui ou non, demandé à Thomas d'accepter un mariage libre, a-t-il exigé. J'ai suggéré que peut-être nous pourrions explorer, a-t-elle balbutié. Bon sang, a interrompu Franck, la tête entre les mains. Sophie, à quoi diable pensais-tu? Ces femmes, a dit Patricia soudainement, la compréhension se faisant jour dans sa voix. Ses amis à toi. C'était leur idée, n'est-ce pas? Le silence de Sophie était une réponse suffisante. Franck s'est levé brusquement. Nous partons. Patricia, prends ton sac. Franck, attends, a protesté Patricia. Non. Je ne vais pas rester dans la maison de cet homme et écouter notre fille expliquer pourquoi elle pensait qu'il était acceptable de détruire son mariage, a-t-il déclaré fermement. Regardant Sophie avec dégoût, il a ajouté, je t'ai mieux élevé que ça. Papa, s'il te plaît, a plaidé Sophie. Ne m'appelle pas papa. Tu as fait ton choix. Tu voulais agir comme une femme célibataire, maintenant tu en es une, a-t-il répondu froidement. Patricia a tenté de jouer les médiatrices. Sophie, ma chérie, peut-être que tu pourrais t'excuser, essayer d'arranger les choses. Il n'y a rien à arranger, suis-je intervenu. Votre fille a été très claire sur ce qu'elle pense de moi et de notre mariage. Je lui donne simplement ce qu'elle a demandé. J'ai fait une erreur, a protesté Sophie désespérément. J'ai reçu de mauvais conseils d'amis que je pensais bienveillantes. Mais ça ne veut pas dire que nous devons jeter 7 ans de notre vie. C'est toi qui les as jetés, a dit Franck froidement. Au moment où tu as décidé que Thomas ne te suffisait plus. Après leur départ, la maison m'a semblé encore plus silencieuse. Les parents de Sophie avaient vu la situation clairement et soutenaient ma décision. Cela signifiait plus qu'ils ne le savaient probablement. Mon téléphone a commencé à sonner vers midi. Sophie, appelant de chez ses parents. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Des larmes, des excuses, des promesses de faire mieux, des supplications pour que je reconsidère. Je l'ai supprimé. Elle a appelé 6 autres fois ce jour-là. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Les jours suivants ont suivi un schéma, plusieurs appels, des messages vocaux de plus en plus désespérés, de longs textos expliquant à quel point elle était désolée. Elle s'est présentée à la maison 2 fois. Je n'ai pas ouvert la porte. Le jeudi, elle a envoyé un texto particulièrement long. J'ai quitté le groupe. Je leur ai dit que je ne voulais plus jamais les revoir. Je sais ce qu'elles m'ont fait, comment elles m'ont empoisonné l'esprit contre toi. S'il te plaît, Thomas, pouvons-nous juste parler? Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. J'ai appelé Maître Dubois à la place. Elle panique, lui ai-je dit. Elle appelle constamment, se présente à la maison, promet de tout changer. Schéma classique, a répondu Dubois. La réalité s'installe. Avez-vous eu des nouvelles de son avocat? Je ne pense pas qu'elle en ait engagé un, ai-je répondu. Elle le fera. Elle cherche probablement, essayant de trouver quelqu'un qui prendra l'affaire à l'aide juridictionnelle. Une conjointe sans emploi dans un divorce a des options limitées, a-t-il expliqué. Cette nuit-là, Sophie a essayé une approche différente. Au lieu d'appeler, elle est venue à la maison vers 21h et s'est assise dans sa voiture dans l'allée. Juste assise là, comme si elle attendait que je sorte et que je l'invite à rentrer. Je l'ai observée par la fenêtre de la chambre. Elle avait l'air pathétique, affalée sur le volant, s'essuyant les yeux de temps en temps. Cette femme qui avait été si confiante lorsqu'elle avait exigé un mariage libre était maintenant réduite à camper dans mon allée comme une harceleuse. Au bout d'une heure, elle a abandonné et est partie. Elle est revenue la nuit suivante et celle d'après. Le dimanche, j'en ai eu assez. Quand j'ai vu sa voiture arriver, je suis sorti et je me suis approché de la fenêtre côté conducteur. Sophie l'a baissée avec empressement, l'espoir illuminant son visage. Thomas, j'espérais que nous pourrions, a-t-elle commencé. Arrête de venir ici, les jeux interrompus. L'espoir est mort. Je veux juste parler, a-t-elle plaidé. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. C'est fini, ai-je répondu fermement. Ça n'a pas à être fini. On peut aller en thérapie, a-t-elle suggéré désespérément. Sophie, écoute-moi très attentivement, dis-je.
Tu m'as demandé de te laisser me tromper. Quand j'ai dit non, tu as menacé de partir. J'ai mis fin à ton bluff. C'est la fin de l'histoire. Mais je réalise maintenant à quel point j'avais tort, a-t-elle protesté. Tu réalises maintenant que ton plan a échoué. Tu pensais que je céderais, que j'accepterais une version de ce que tu voulais. Au lieu de ça, tu fais face à un divorce et tu vis dans la chambre d'amis de tes parents, ai-je répondu. Je t'aime, a-t-elle murmuré. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la sécurité que je t'offrais. Mais tu ne m'aimes pas. Si c'était le cas, tu ne m'aurais jamais demandé d'accepter ta tromperie, ai-je répondu. Sophie s'est remise à pleurer. Thomas, s'il te plaît. 7 ans de mariage ne comptent pour rien. Ça comptait pour tout. Jusqu'à ce que tu décides que ce n'était pas assez, ai-je répliqué. Je me suis retourné et je suis rentré dans la maison. Elle est restée assise là pendant une autre heure, mais je n'ai plus regardé par la fenêtre. Elle n'est pas revenue après cette nuit-là. Les appels et les textos se sont également raréfiés. 3 semaines après avoir déposé la demande, Dubois a appelé avec des nouvelles. Elle a engagé un avocat. Le moins cher qu'elle ait pu trouver, a-t-il rapporté. Il a appelé ce matin pour discuter des termes de l'accord. Quel genre d'accord, ai-je demandé. Le classique. Elle veut la maison, la moitié des comptes d'épargne retraite, une prestation compensatoire permanente. La liste de souhaits standards pour une conjointe sans emploi, a-t-il expliqué. Et que lui avez-vous dit, me suis-je enquis. Dubois a gloussé. Je lui ai dit de revoir les circonstances qui ont mené au dépôt de la demande et de me rappeler quand il aurait des exigences plus réalistes. 2 jours plus tard, l'avocat de Sophie a rappelé. Elle acceptait notre offre, la moitié des actifs liquides, environ 8 000 au total, sa voiture, ses effets personnels et 6 mois de prestations compensatoires temporaires. Je gardais la maison, les comptes de retraite et mon camion. Une rupture nette. Je n'ai rien ressenti lorsque Dubois m'a annoncé la nouvelle. Ni soulagement, ni satisfaction, ni regret. Juste un sentiment d'achèvement, comme la fin d'un travail long et désagréable. Le tribunal était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, des sols en marbre, un éclairage fluorescent et une atmosphère institutionnelle qui donnait à tout un air définitif et officiel. J'étais assis dans le couloir devant la salle d'audience 3C, portant le même costume que celui que j'avais porté à notre mariage 7 ans plus tôt. Sophie est arrivée avec 15 minutes de retard avec son avocat au rabais. Elle avait l'air terrible, mince, pâle, portant une robe qui semblait venir d'un rayon de solde. La femme confiante qui avait exigé un mariage libre 3 mois auparavant avait été remplacée par quelqu'un qui semblait vaincu et désespéré. Lorsqu'ils ont appelé notre affaire, nous sommes entrés dans la salle d'audience comme des armées ennemies déposant les armes. La juge Patricia Hernandez présidait, une femme pragmatique dans la cinquantaine qui avait probablement vu toutes les variations de l'échec conjugal humain. Il s'agit d'une dissolution de mariage par consentement mutuel basée sur l'altération définitive du lien conjugal, a annoncé la juge après avoir examiné notre dossier. Les 2 parties ont accepté les termes de l'accord. Madame Moreau, est-ce exact? La voix de Sophie était à peine audible. Oui, madame la juge. Monsieur Moreau, a demandé la juge. Oui, madame la juge, ai-je confirmé. La juge a feuilleté plusieurs pages. Madame Moreau, vous comprenez que vous renoncez à votre droit à une prestation compensatoire permanente en échange de 6 mois de soutien temporaire? Oui, madame la juge, a répondu Sophie doucement. Et vous êtes tous les 2 satisfaits que cet accord soit juste et équitable, s'est enquise la juge. C'était le moment que j'avais redouté, non pas parce que j'avais des doutes, mais parce que je savais que Sophie pourrait tenter un dernier coup désespéré. Au lieu de cela, elle a simplement hoché la tête. Oui, madame la juge, a-t-elle répondu. La juge Hernandez a signé plusieurs documents et nous a regardés. La dissolution du mariage entre Thomas Moreau et Sophie Moreau est par la présente prononcée, avec effet immédiat. Vous êtes tous les 2 libres de vous remarier. Bonne chance à vous 2. Et voilà, 7 ans de mariage étaient légalement effacés. Pas de drame, pas de confrontation finale, juste l'efficacité bureaucratique et le son d'un marteau. Sophie pleurait doucement en quittant la salle d'audience. Pas les larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées pendant nos disputes, mais un chagrin sincère pour ce qu'elle avait jeté.
J'ai ressenti un moment de pitié pour elle, mais il est vite passé. En sortant du tribunal, j'entendais Sophie sangloter derrière moi. Mais je ne me suis pas retourné. Ce chapitre de ma vie était définitivement clos. Le réveil sonne à 5h30, mais au lieu de me traîner hors du lit pour travailler pour quelqu'un d'autre, je suis debout tôt pour examiner les plannings des projets de Moreau Construction, l'entreprise que j'ai bâtie de A à Z après que mon monde se soit effondré. Ça a commencé modestement. 2 ans après le divorce, j'ai utilisé mes économies et un prêt professionnel pour acheter un camion et des outils, et j'ai accepté de petits chantiers résidentiels. Aujourd'hui, Moreau Construction emploie 15 personnes et s'occupe de tout, des maisons sur mesure aux rénovations commerciales. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 800 000. La modeste maison que je m'étais battue pour garder lors du divorce a été transformée, agrandie et modernisée, valant maintenant le triple de ce que Sophie et moi avions payé à l'origine. Mais la vraie transformation n'est pas dans l'entreprise ou la maison. Elle est dans l'homme qui possède les deux. Claire Martin est entrée dans ma vie il y a 3 ans. Elle était professeure de français au lycée, 34 ans, jamais mariée, farouchement indépendante. Alors que je rénovais la cuisine de sa sœur, Claire a posé des questions intelligentes sur le travail structurel, semblant sincèrement intéressée par le savoir-faire. La plupart des gens veulent juste savoir quand ce sera fini, lui ai-je dit autour d'un café une semaine plus tard. Toi, tu t'es vraiment soucié de la façon dont c'est fait. J'aime comprendre comment les choses fonctionnent, a-t-elle répondu avec un sourire, que ce soit la littérature ou les murs porteurs. Nous avons pris notre temps. Claire avait sa propre maison, sa carrière et ses comptes de retraite. Elle n'avait pas besoin que je subvienne à ses besoins ou que je donne un sens à sa vie. Elle me voulait dans sa vie parce qu'elle appréciait ma compagnie. La différence était profonde. Il n'y avait pas de jeu, pas de manipulation, pas d'agenda caché. Lorsque Claire avait des préoccupations, elle les abordait directement. Après des années à essayer de décoder les allusions passives-agressives de Sophie, la communication franche de Claire a été une révélation. L'année dernière, nous avons emménagé ensemble, dans ma maison, que Claire a aidé à réaménager. Elle a insisté pour payer sa part malgré mes protestations que je pouvais gérer les dépenses. Ça ne m'intéresse pas d'être entretenue, a-t-elle dit fermement. Ça m'intéresse d'être une partenaire. Le mois dernier, je l'ai demandé en mariage. Pas avec l'espoir désespéré de retenir quelqu'un que j'avais peur de perdre, mais avec la confiance tranquille d'un homme qui avait trouvé quelqu'un avec qui il valait la peine de construire une vie. Claire a dit oui immédiatement, puis m'a surpris. J'ai déjà parlé à mon notaire pour un contrat de mariage, a-t-elle annoncé. Je pense que nous devrions tous les deux protéger ce que nous avons construit indépendamment. Si Sophie avait suggéré cela, j'aurais été blessé. De la part de Claire, c'était tout simplement logique. Nous étions tous les deux des adultes établis avec des biens et des carrières. Pendant ce temps, la vie de Sophie était restée figée dans les conséquences. Je ne suis pas activement ses faits et gestes, mais dans une ville de cette taille, les informations circulent. Elle vit toujours chez ses parents, bien qu'ils approchent maintenant des 70 ans. Elle travaille à temps plein dans un cabinet médical mieux que le travail dans un salon de manucure qu'elle avait pris juste après le divorce, mais toujours loin de la vie confortable qu'elle avait abandonnée. Elle ne s'est jamais remariée. Des amis ont mentionné l'avoir vue sur des applications de rencontres, mais apparemment, les hommes ne se bousculent pas pour épouser une femme dont le mari précédent a divorcé pour avoir exigé une relation libre. L'histoire avait fait le tour de notre cercle social. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir été si dur avec Sophie. Je n'ai pas été dur, je me suis respecté. Sophie a fait le choix de valoriser ses désirs au-dessus de notre mariage. J'ai répondu en valorisant ma dignité au-dessus de sa présence dans ma vie. Claire et moi prévoyons un petit mariage, famille immédiate et amis proches. Nous sommes tous les deux plus âgés, plus posés, et moins intéressés par le spectacle que par la substance. Tu penses que tu voudras des enfants, m'a récemment demandé Claire alors que nous discutions de notre avenir. Peut-être, ai-je répondu. Et toi? Peut-être, mais je suis heureuse dans les deux cas. Je ne compte pas sur toi pour compléter ma vie, Thomas. Tu l'améliores, a-t-elle répondu. C'est toute la différence entre Claire et Sophie en une seule phrase. Sophie s'attendait à ce que je comble tous les vides de sa vie. Quand j'ai inévitablement échoué à être tout pour elle, elle a cherché ailleurs d'abord auprès de ses amis toxiques, puis dans le fantasme d'autres hommes.
Claire aborde notre relation comme un ajout à une vie déjà bien remplie, pas comme le remplacement d'une vie vide. Elle a sa carrière, ses amitiés, ses intérêts, ses objectifs. Je ne suis pas responsable de son bonheur, j'ai juste la chance de le partager. Il y a 8 ans, je pensais que ma vie se terminait quand Sophie a franchi cette porte en exigeant que j'accepte son infidélité. Je n'avais aucune idée que ce n'était que le début. Sophie m'a appris ce que je n'accepterais pas. Claire m'a montré ce que je méritais. Et parfois, apprendre ce que vous ne tolérez pas est le premier pas pour trouver ce que vous voulez vraiment. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un like. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose chaque jour de nouvelles histoires captivantes, alors cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour la prochaine histoire.